chez Tatou Senti. Le parfum, vous aimez? Eh bien, chez Tatou Senti, le premier podcast parfum et olfactif, on ne parle que de ça. Et oui, on sent tout. On sent les matières premières, les parfums avec les parfumeurs créateurs, sans oublier les créateurs de marques de parfums. En un mot, on y parle parfum et tout ce qui s'y rattache. Je suis Bettina Ekroyd, votre hôte et experte parfum. Et je vous donne rendez-vous tous les mardis sur Tatou Senti pour un moment convivial avec un invité pour parler de ses passions, de son parcours, de son métier et bien sûr, parfum, odeur et souvenirs olfactifs. Poursuivons notre conversation avec David Vesmael, le fondateur de la glacerie Paris. Poursuivons avec la note création-créativité. Vous avez donc ouvert la glacerie Paris et la glacerie Lille en 2016. Mais avant de plonger dans les bacs à glace, pouvez-vous nous dire ce qui vous a amené dans la glace et qu'est-ce que vous aimez dans ce produit? Ce que j'aime, c'est la retranscription de la saveur, de l'ingrédient qu'on veut travailler. Comme je vous disais tout à l'heure, d'une matière première, on va pouvoir en faire une glace, un sorbet. On peut faire de la glace, du sorbet, avec toutes les matières premières connues ou même inconnues. À partir du moment où on a testé le produit, gustativement, on l'a sélectionné, on va pouvoir mesurer un certain nombre de paramètres, et bien on va pouvoir composer une recette et la réaliser et obtenir le résultat final que l'on souhaite, avec parfois des tests, il faut parfois faire des aménagements, et on arrive vraiment, quand on maîtrise bien ça, à retranscrire vraiment cette matière première, retranscrire une fraise. Je parlais tout à l'heure de la fraise, une fraise fraîche, pouvoir la retranscrire dans un sorbet, ça c'est formidable. Donc du coup, ça c'est vraiment l'une des qualités et l'un des avantages de la glace, c'est vraiment de pouvoir pleinement retranscrire la saveur de la matière première qu'on va utiliser. Ce qui n'est pas toujours le cas en pâtisserie ou en chocolaterie, parce qu'il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte, et parfois la saveur peut être un peu plus diluée ou déconcentrée, on va dire, par le propre technique de certaines compositions, de certaines mousses ou crèmes ou crémeux. C'est vrai qu'avec la glace ou le sorbet, on arrive vraiment à mettre le maximum d'ingrédients, le maximum de fruits dans un sorbet pour obtenir vraiment la quintessence de cette matière première. D'accord. Avez-vous un souvenir ou une émotion autour d'un parfum de glace à nous partager que vous auriez eu ou il n'y a pas longtemps dans un autre pays ou très jeune? Il y en a, comme je disais tout à l'heure, il y en a beaucoup. C'est vrai qu'à chaque fois, une dégustation de glace, c'est une émotion. Entre le produit qu'on espère et qu'on réalise et le rendu final, et même le rendu après un temps de repos, c'est-à-dire que le rendu de la glace sortie de turbine, oui, avec l'onctuosité, avec une température idéale de dégustation, avec, j'allais dire, toute la texture adaptée à une dégustation. Le fait de pouvoir la conditionner et de la surgeler, donc à moins 35, moins 40 très rapidement, de la stocker à moins 20 degrés et la restitution après cette étape-là, elle est totalement différente. C'est vrai que parfois on peut avoir des surprises de bonnes ou plus mauvaises évolutions du produit dans le temps. Ça peut être aussi des paramètres. Donc ça aussi qui est intéressant, c'est que ça évolue tout le temps. C'est une matière vivante qui évolue. Et c'est à la fois un challenge technique et un challenge créatif. Il y a les deux. Oui, c'est ça. Et pour nous, et surtout moi, ce que je souhaite toujours, c'est de ne pas faire des choses trop compliquées, trop complexes, des associations gustatives trop élaborées ou avec trop d'ingrédients. 2 saveurs combinées, c'est déjà beaucoup. Le but est de pouvoir identifier ces 2 saveurs pleinement à la première cuillerée. Donc là, on travaille sur énormément de nouvelles saveurs, notamment une glace au miel, un miel très spécifique de châtaignier et qu'on associe avec des épines de pin. Oui. Donc infusion d'épines de pin. Donc ce type d'infusion, donc avec les épines de pin qui sont traitées, récoltées, aseptisées, torréfiées pour avoir le bon temps d'infusion pour conférer à la glace la saveur adaptée qui va se combiner avec ce miel. Et bien tout ça, ça demande du temps, ça demande des aménagements, des calages. Tout est une question d'équilibre et de dosage. C'est ça. Que si il y en a un peu trop, ça peut faire déraper totalement. C'est un couple temps
Oui. température aussi, et quantité, bien sûr. Oui. Donc, c'est ça qui est formidable aussi, c'est quand on touche à ces infusions, à ces subtilités de saveurs. Bon, on est vraiment dans le concret et surtout dans des possibilités techniques assez importantes. Et dans le vrai. Et puis, vous parlez de choses simples, mais la simplicité, c'est pas forcément ce qui est le plus facile à faire. Non, c'est ce qui est le plus dur. Oui, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'une bonne glace pour vous? Justement, c'est ce qu'elle va pouvoir retranscrire pleinement et dès la première cuillerée, la saveur qu'on veut valoriser. Pour moi, c'est vraiment hyper important parce que si on commence à chercher et se dire qu'est-ce que je mange, c'est vrai que c'est que le job n'a pas été fait et que ça pose des difficultés sur le ressenti gustatif des clients et puis surtout quand on va associer aussi ces saveurs les unes avec les autres dans un entremets glacé par exemple, et si on ne peut pas identifier déjà une des saveurs, c'est compliqué après d'appréhender tout au moins la combinaison d'autres saveurs. Donc c'est pour ça qu'il faut des goûts francs qui puissent et qui vraiment... soient là dès le départ. Donc, comme vous venez de dire, votre objectif, c'est de réussir à retranscrire dans la glace le goût initial du produit. Mais quels sont les ingrédients indispensables pour une bonne glace? Vous avez parlé du lait, de fruits. Du lait, voilà, de la crème, bon ça fait Oui. partie des éléments indispensables. Après, bien sûr, la matière première, la sélection et l'identification de la meilleure matière première possible. Donc ça, c'est un travail aussi qui est long, fastidieux, coûteux, parce que pour aller sélectionner les matières premières, quand on est dans un laboratoire et quand on fait son métier au quotidien, il faut aller être capable de sortir un petit peu de ça et de pouvoir aller chercher et aller voir les producteurs, échanger avec eux, goûter, découvrir, sélectionner et surtout être très proche. Et là, c'est ce qu'on fait avec la Glacerie Paris, c'est qu'on a un réseau, on a des collaborations avec des producteurs de partout en France qui nous préviennent quand leurs fruits, parfois leurs légumes, ça peut arriver, est à pleine maturité, pour qu'ils puissent nous envoyer un échantillon, qu'on le teste. Ensuite, on va commander une quantité définie, une fois que ce produit est validé. Et ensuite, on va pouvoir réaliser notre recette avec une édition limitée, une quantité déterminée, autour de cet ingrédient sélectionné, qui a été testé avant et validé dans nos ateliers, bien sûr. Un bon fruit à croquer n'est pas forcément un bon fruit pour un sorbet, et il ne va pas forcément être bien retranscrit dans un sorbet. Donc voilà, il y a toute la difficulté, c'est d'appréhender et de bien sélectionner ces matières premières. D'où son importance. D'où son importance. Mais ça a un coût aussi, parce que quand on travaille des ingrédients nobles, comme la pistache de Sicile, comme le citron de Menton, ça a un coût. Et donc ce coût-là, il faut être capable de pouvoir le répercuter un minimum dans le prix de vente, l'équilibre en fait de cette recette. Surtout que moi et mon équipe a le même cahier des charges, c'est vraiment de toujours mettre le maximum de saveurs, le maximum de produits pour arriver à une qualité optimale et surtout une saveur optimale. Et après, notre travail, c'est justement d'équilibrer cette recette pour mettre le maximum de matières premières. Un exemple, un sorbet à 70% de fruits. Il faut équilibrer cette recette-là pour qu'on ait à la fois le goût, bien sûr, on va l'avoir, mais qu'on ait aussi la texture, la conservation et le rendu gustatif et la texture aussi adaptée pour que le client final puisse savourer pleinement son produit et l'apprécier à sa juste valeur. Oui, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, c'est tout un ensemble de choses. Et en fait, il y a certes la recette, mais après, il y a l'après. C'est ça. Et dont on n'a pas forcément conscience, et effectivement, ces variations de température pour que, effectivement, en boutique et après chez le particulier. Alors, vous prenez, et à juste titre, et vous êtes le défenseur de la glace artisanale. Mais pouvez-vous nous expliquer exactement qu'est-ce qu'une glace artisanale? Une glace artisanale, ça part, comme je l'ai dit, de la matière première et de la sélection des matières premières, des ingrédients. Et on va équilibrer et combiner tous ces ingrédients dans une recette définie pour une saveur. Une recette pour une glace vanille, une recette pour une glace chocolat, une recette pour un... Voilà, des recettes vraiment identifiées et adaptées, équilibrées en fonction de la matière première qu'on va vouloir valoriser. Donc ça, c'est le point de départ. Ensuite vient tout un process artisanal de fabrication. Si on est sur du fruit frais, on va travailler le fruit frais,
le nettoyer, le désinfecter, le traiter et le rendre en pulpe de fruits, le broyer. Et on va réaliser le sorbet avec ces ingrédients-là, dans les règles de l'art, avec un temps de fabrication, Oui. un temps, des températures spécifiques, des temps de repos, et aussi, bien sûr, un turbinage artisanal. Donc là, c'est vraiment aussi une étape très importante. Alors, elles sont turbinées à une certaine vitesse, elles sont turbinées à un certain temps aussi, parce que chaque recette ne va pas avoir forcément le même temps de turbinage, de par ses propriétés physiques, Oui. techniques, hein, voilà. Aussi par rapport à la texture on va avoir. Sur une glace chocolat, où on met quand même 25% de chocolat, hein, à l'intérieur. Donc du coup, sur une glace chocolat, c'est vraiment... je pense qu'on doit être les seuls à mettre autant de chocolat dans une glace chocolat. Mais donc du coup, ça génère bien sûr une très bonne qualité, un rendu gustatif très, très fort, mais ça joue aussi sur la texture. Parce que la texture va automatiquement être différente d'une glace vanille qui est beaucoup plus basique en fait en termes de composition. Du coup, on va varier les temps de maturation, le temps de repos, les temps de turbinage pour obtenir le rendu technique, gustatif que l'on souhaite par rapport à telle ou telle saveur qu'on va travailler. Donc oui, ça c'est vraiment très important. Et ça fait partie aussi de cette démarche artisanale, donc ce label ou ce process artisanal qui fait tout l'aspect aléatoire aussi des choses. C'est que comme on est sur de l'artisanat, on fait appel à du jugé, une part de feeling aussi, Oui. comme le boulanger qui va toucher sa pâte, qui va mesurer en fait l'hydratation de sa pâte. Aussi en glacerie, comme en pâtisserie, il y a aussi cette forme de feeling, de test, de Oui, et puis canage, d'instinct. d'intuition, quelque part. Au bout d'un moment donné, on sait qu'à ce moment-là, ça va arriver. C'est ça, c'est ça. Donc Surtout après, avec du métier, je c'est pense, ça, et d'autant plus. on le voit aussi au niveau de la rotation de la turbine, la texture que la glace va pouvoir avoir. On mesure tout de suite si c'est le moment ou pas de la sortir. Donc voilà, ça fait aussi partie des propres du métier de glacier. À la glacerie, on bouscule les codes de la glace, tant par de nouvelles recettes que de nouveaux accords glacés et de nouvelles formes. Donc c'est tout un programme. Quel état d'esprit voulez-vous impulser justement à la glacerie et quelle est la philosophie de la méthode? Dans l'ensemble des créations, le but, c'est de pouvoir apporter de nouveaux modes de consommation de la glace à des instants différents de la journée. Que tout le monde puisse en fait avoir une possibilité de déguster ou de déguster des produits glacés, de la glace ou des produits glacés, à tout moment de la journée. Donc ça, c'est vraiment important et c'est vraiment le cahier des charges en fait que je me suis fixé dès le départ pour la création en fait de l'ensemble de la gamme et dans aussi les produits qu'on crée aujourd'hui. Donc nouveau mode de consommation de la glace implique d'innovation, en termes de présentation, en termes de packaging. Cette approche du produit et le frein à la consommation de la glace, c'est toujours de se dire comment je vais rentrer chez moi, comment je vais pouvoir transporter ça, où j'ai pas le temps. Donc il a fallu à la fois créer des produits, mais créer aussi des packaging et des solutions qui vont permettre aux consommateurs, à nos clients, de pouvoir rentrer le plus facilement possible chez eux, d'avoir une sécurité pour le faire, et aussi de pouvoir livrer, transporter facilement nos produits directement de nos magasins jusqu'au client final, à son domicile. Donc tout ça, oui. La création de ce tube. Mon analyse sur le tube, c'est de dire la glace qu'on connaît traditionnellement tous, et moi le premier en tant que consommateur, on n'a qu'une solution, c'est d'avoir du bac, un bac de glace. On achète un bac, on le met dans le congélateur. Quand on essaie de faire une boule, eh bien c'est compliqué parce qu'il faut le laisser à l'extérieur pendant 10-15 minutes. Ça commence à fondre sur les bords. On fait ça 2 ou 3 fois et puis le reste de notre bac est fichu parce qu'il est plein de paillettes. Fort de ça, je me suis dit, il faut faciliter l'expérience client et surtout qu'on ait un produit qui soit facile à consommer à la maison et que le client puisse s'approprier la glace et composer lui-même ses propres desserts glacés. Et donc la forme et le concept du tube m'a permis en fait de dire ok, on a possibilité de couper une tranche facilement,
de pouvoir la consommer immédiatement en parfum unique, hein, devant la télé. Ça revient vite en température, c'est facile à utiliser directement au sortir du congélateur, ça c'est important. Et également de pouvoir se dire, je vais associer des saveurs entre elles et couper des palets, les associer, les superposer, et de pouvoir même également composer avec des coulis, des morceaux, des fruits frais, de composer son propre dessert et de s'approprier pleinement la glace, qui est difficile à faire à la maison, de pouvoir faire un dessert autour de nos produits. Oui, lui donner aussi un côté ludique. Et alors, donc, je crois que pour les tubes d'un demi-litre, il y a eu donc des moules faits tout particulièrement, déposés à l'INPI. Voilà, racontez-nous un peu, parce que ça engendre au niveau de la production, au niveau de la fabrication, des remises en cause. Comment ça s'est passé ? Au démarrage, c'est l'idée générale, et après la concrétisation, c'est de pouvoir notre paire de manches. Voilà, c'est de pouvoir fabriquer ça, commercialiser ça bien sûr, et de pouvoir dans toute la chaîne, la chaîne, de pouvoir avoir des solutions sur un produit qui est créé de toutes pièces. Donc il a fallu effectivement créer et développer des moules spécifiques, de pouvoir les protéger un minimum, de pouvoir travailler aussi sur la particularité du transport, donc créer des moules spécifiques pour avoir un packaging qui soit adapté à la fois pour le transport, et là en l'occurrence un packaging isotherme qui permet aux clients d'avoir 2 heures pour rentrer à la maison. On garantit 2 heures. Au-delà du transport, de pouvoir également couper facilement. Donc, c'est un support également pour pouvoir couper de belles tranches, de beaux palets réguliers. Et donc, tout ça, ça a demandé quand même beaucoup de développement avec des partenariats avec des fabricants spécifiques autour de certains emballages pour arriver à développer ce tube notamment. Oui, et surtout pour qu'il perdure dans le temps et réutilisé, et que ça puisse faire la base et l'identité de la maison. Oui, parce que c'est tout de même l'identité, ce tube. Oui. Et donc, vous avez aussi revisité, c'est ce que vous aimez, des desserts classiques. Donc, racontez-nous l'histoire du dôme en vie, et aussi autre grande nouveauté, parce que bon, la bûche glacée, je pense qu'on connaît un peu tous, plus ou moins, mais aujourd'hui, vous nous proposez une galette glacée, et surtout avec des nouvelles fèves pour enfants et pour adultes. Donc, racontez-nous. Pour commencer sur les envies, c'est une gamme en fait d'entremets glacés, donc que j'ai appelé envie mini-envie, envie individuelle, donc pour soi-même, et envie à partager. Ces envies reprennent un modèle très épuré, très simple, de la boule en fait, une sphère qui est très épurée, sans décor. Le dénominateur commun de toute cette gamme-là, c'est la meringue française, qui est un socle en dessous de cette sphère. Et dans ces sphères, on va avoir différentes compositions, donc des entremets glacés avec différentes associations de saveurs. Une glace, un sorbet, une autre texture à l'intérieur, du praliné croustillant, du caramel coulant, tout un tas d'associations de saveurs spécifiques à chaque envie, et qui vont reprendre bien sûr des compositions et des créations originales, mais avec un look épuré, et surtout ce dénominateur commun qui est la meringue française, et qui est la meilleure association en termes de biscuits avec la glace. Et ça, c'est un côté très historique, très ancien, mais ça reste vraiment... petit clin d'œil au vacherin. Voilà, aussi. Pour cette nouvelle galette des rois glacée. Sort du constat aussi que l'épiphanie est difficile à interpréter pour les glaciers. J'ai voulu en fait faire une couronne des rois qui reprend un peu des codes historiques de la couronne, les couronnes provençales, avec différentes saveurs, des saveurs du sud, très identifiées. Et donc dans cette couronne, j'ai voulu remplacer les fèves habituellement destinées aux galettes traditionnelles, les fèves non comestibles, et créer des fèves à déguster, donc des fèves alimentaires. Donc des petits, on va dire des petits bonbons de chocolat glacé, dans lesquels il va y avoir deux variétés. Une variété donc plus adulte, avec une petite pointe d'alcool, mais très maîtrisée, et une autre plus enfantine, mais qui peut plaire aussi aux adultes, avec un parfum assez régressif, fraise et tagada, qui là vont être des surprises
des surprises gustatives qu'on va retrouver dans cette couronne au moment de la découpe et de la dégustation et du partage justement de cette couronne au moment de l'épiphanie. Ce que vous voulez dire on va retrouver plusieurs fèves dans Il y aura plusieurs fèves dans la couronne. Pour chaque D'accord. couronne, plusieurs fèves. Et alors, quels sont les différents goûts que vous proposez pour ces galettes? Alors, il y a une saveur, une combinaison de saveurs. Donc, on est sur du lait d'amande, donc une glace au lait d'amande, un sorbet muroise, la muroise qui est une hybridation naturelle de la mûre et de la framboise. On a un sorbet qui plaît beaucoup et qui est vraiment un nouveau fruit, qui est très particulier mais très bon. Et un sorbet abricot, qui est légèrement parfumé également. Avec un sorbet abricot qui est parfumé à la badiane, donc l'anis étoilé, qui confère vraiment une association avec des codes très provençaux. Alors, en fait, tout comme un parfumeur, vous n'avez de cesse de mettre au point ces nouveaux accords, des nouvelles textures. Comment est-ce que vous les imaginez? La découverte au départ, Oui. découverte de saveurs lors d'un voyage, un déplacement. Bon, je voyage pas mal aussi en France, mais aussi à l'étranger. On découvre des choses, des saveurs nouvelles, parfois inconnues. Et l'intérêt, c'est de dire, ça pourrait être intéressant à travailler. Il y a possibilité de faire une glace ou un sorbet vraiment très intéressant et très spécifique avec ça, et de faire découvrir ça aussi à nos clients, parce qu'ils sont toujours en quête d'originalité, de nouveauté. Notamment, on a eu de très bons retours sur les associations cet été. On faisait une nouvelle saveur par semaine sur la partie vente à emporter, donc la boule. Donc on a fait notamment la glace galabé, galabé rhum raisin. Donc le rhum et le galabé qui viennent de la Réunion, et le galabé en fait qui est une extraction, la mélasse issue de l'extraction du sucre de canne, et qui donne un goût à la fois très caramel, réglisse, un extrait très noir, donc très, très colorant, mais avec une saveur vraiment très identitaire et très particulière. Et ça, l'associer avec un rhum de la Réunion, voilà, les associations viennent un petit peu, c'est ce que je disais au début, c'est que on a une mémoire gustative et olfactive, et on va tout de suite identifier, avec l'expérience bien sûr, cette saveur-là, ces notes aromatiques vont pouvoir s'associer potentiellement avec telle ou telle ou telle saveur. Et après, on fait appel au test. Il faut tester tout ça, validé par ce test-là. Mais généralement, ça se passe bien. On arrive à bien cerner en fait les associations gustatives. Mais c'est vraiment la même chose qui se passe en création de parfums. Oui. Les parfumeurs imaginent dans leur esprit, parce qu'ils ont emmagasiné de leur mémoire olfactive, et ensuite, d'ailleurs, les parfums sont imaginés d'abord dans leur tête, et ensuite, c'est les tests qui viennent valider si c'est bon ou pas. Eh bien, pour nous, c'est exactement pareil. À la glacerie, en fait, vous proposez une nouvelle carte de glace, comme on peut proposer une carte de dessert. Donc, vous avez parlé du tube, mais il y a les cocktails glaciers, il y a les bonbons de chocolat glacé et les barres glacées. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur chacun et comment ces idées sont venues? Fort de cette gamme d'entremets glacés dont on a parlé auparavant, l'objectif était aussi d'apporter d'autres modes de consommation de la glace. Avec les bonbons de chocolat, il me paraissait intéressant d'avoir un produit qui soit une explosion de saveurs et de textures, très facile à manger. Voilà, moi j'ai vu avec mes enfants l'engouement et la facilité pour manger un macaron. Le macaron qui plaît, qui n'est pas un phénomène de mode, qui est vraiment un produit vraiment ancré maintenant dans la consommation des Français et même à travers le monde. Et ce bonbon de chocolat reprenait en fait un peu la même forme, un peu plus petit. Et il me paraissait intéressant d'associer une glace ou un sorbet avec une texture, du croustillant, beaucoup de croustillance, une autre texture à l'intérieur, du confit de fruits, du caramel coulant, et aussi visuellement d'avoir quelque chose qui soit attractif, coloré. Et là, on touche au domaine de la chocolaterie et de la glacerie, non plus pâtisserie et glacerie, mais là on touche au domaine maintenant de la chocolaterie, et la combinaison en fait de ces savoir-faire a donné le résultat des bonbons de chocolat glacé et une explosion de saveurs et de textures en bouche. La barre
glacée, elle, était aussi dans l'optique de pouvoir déguster ça facilement en marchant dans la rue, d'avoir un produit qui soit nomade et qui ramène aussi une part de gourmandise différente avec toujours ces glaces, cette texture autre, praliné croustillant, du confit de fruits, du caramel coulant, du parfait, du crémeux et un enrobage chocolaté, donc chocolat noir, chocolat au lait, avec ou sans fruits secs. Et puis, il fallait également trouver d'autres solutions pour pouvoir amener la glace à la maison, de pouvoir la faire partager aussi au plus grand nombre, c'est-à-dire de pouvoir aussi avoir des produits qui soient un objet cadeau, de pouvoir ramener ça pour un dîner, pour une invitation. Et les bonbons de chocolat glacé, comme les barres glacées, sont aussi, de par leur format, de par aussi les packaging qui sont développés, peuvent aussi se décliner bien sûr en coffret. Et les cocktails glaciers Cocktail glacier faisait écho à la mise en avant de nos glaces et de nos sorbets, mais il me paraissait intéressant aussi d'avoir une autre approche de la glace, une approche liquide, on va dire, une approche à boire. Et le fait d'utiliser des glaces ou des sorbets maison adaptés et créés spécifiquement autour des grands codes et des grands cocktails connus, eh bien, ça me paraissait important de pouvoir aménager et agrémenter ces glaces ou ces sorbets créés spécifiquement avec une part liquide, on va dire. Alors, ça peut être le mojito, un sorbet donc citron vert et menthe fraîche, associé avec de l'eau pétillante, associé avec du rhum blanc. Et là, on va recréer un cocktail, donc fait à la minute, qu'on va pouvoir déguster à la paille, comme un cocktail traditionnel, et qui va pouvoir amener une autre texture et une autre dimension et une nouvelle sensation de dégustation du cocktail, mais en version glacée avec nos glaces et nos sorbets. Alors ça, sont des cocktails qu'on déguste sur place ou qu'on peut aussi emporter? Sur place et à emporter. Mais quand on vous commande, quel est le moyen de transport? Est-ce que vous avez fait appel à des moyens de transport spécifiques pour que ça arrive aussi bien dans Paris que dans toute la France sans problème? Sur Paris, on a des packaging qu'on a créés et développés spécifiquement, isothermes, adaptés pour conserver le maximum de temps nos produits. Et également, dans ces packaging, on a un double fond, ce qui nous permet de pouvoir mettre pour chaque produit acheté, les clients qui souhaitent prendre les produits pour les emmener à la maison ou pour qu'on puisse les livrer sur Paris, Paris intramuros facilement, sans problème, avec une société de prestations adaptée. On met de la neige carbonique, donc ce qui permet de garantir aux clients d'avoir 45 minutes à 1 heure pour pouvoir rentrer à la maison. Un avantage aussi qu'on propose, maintenant ça a un coût, bien sûr, hein, parce que la neige carbonique, le packaging, tout ça, mais on a créé un système qui permet à la fois de répercuter cette partie-là aussi vers le client, mais d'avoir un packaging qui soit réutilisable, et on incite nos clients à revenir avec leur packaging dans une démarche éco-responsable pour pouvoir avoir bien sûr une solution, mais surtout qu'on puisse avoir un cercle vertueux et que ce soit écologiquement responsable aussi pour la planète et pour l'avenir aussi de nos enfants. Ouais. D'accord, mais ça je ne le savais pas, donc c'était bien de le dire. Oui. D'accord. Et en fait, la glacerie, c'est combien de parfums aujourd'hui, à peu près? J'allais dire en gamme complète, étalée sur toute l'année, c'est à peu près 90 saveurs différentes qui vont tourner en fonction des saisons. Mais en gamme, sur les tubes, on a toujours, nos tubes glacés, on a toujours à peu près 35 à 40 saveurs. Après, sur les entremets glacés, donc les envies, on a en gamme 9 envies. Là, en l'occurrence, sur ces fêtes de fin d'année, des nouveautés qui viennent de rentrer en gamme. Oui, avec quoi comme parfum, justement? Alors, un peu particulière, un clin d'œil à un grand professionnel aussi. On a une envie qui sort et qui est une association de litchi, rose et muroise, et sorbet muroise, voilà, et qui va aussi être associée avec une mousse au lait d'amande, mousse glacée au lait d'amande, avec des amandes caramélisées. Et donc ça, c'est une envie qui sort en gamme. Et on a également une autre envie, chocolat noir intense, praliné croustillant, et donc une mousse pralinée, mousse glacée pralinée, avec bien sûr un décor très particulier. Donc là, on n'est pas sur un visuel très brillant,
Oui. comme auparavant pour toute la gamme de nos envies. Oui. On est sur un visuel, un glaçage qui est noir, très intense, et qui va apporter aussi une autre dimension à notre vitrine et surtout à notre présentation en vitrine. Et alors, ces 2 envies, elles sont là uniquement pour Noël ou on les retrouvera après Noël? Après Noël, j'avais toute la période hivernale, par collection et par saisonnalité, pour pouvoir apporter des choses différentes, nouvelles, et pour pouvoir aussi créer aussi parfois une fidélisation aussi du Mmh. produit, parce qu'il y a des produits qui sont rentrés en gamme et qui sont vraiment incontournables et qu'on a du mal maintenant à enlever. C'est Et quels aussi sont-ils justement? eh bien, la mangue vanille, l'envie mangue vanille, sorbet mangue crémeux chocolat au lait, c'est une envie qui plaît beaucoup et qui est vraiment indispensable à la gamme. On a également l'envie framboise, sorbet framboise, avec une mousse glacée à la vanille de Madagascar, praliné croustillant. Et ça, cette envie-là également était vraiment indispensable et on ne peut pas la sortir de la gamme. Et alors, parmi les parfums à la vente au détail, est-ce qu'il y a des parfums qui remportent plus de succès que d'autres? Parfum et le saveur numéro 1. Alors sur la partie été et vente à emporter, je ne l'aurais pas cru au départ, c'est la pistache. D'accord. Notre pistache est vraiment plébiscité. En numéro 2, c'est la vanille. Et en numéro 3, on va retrouver la fraise de Finlampin. Finlampin, qui est une petite ville à côté de Lille, justement. Oui. Une fraise du Nord qui est Oui. excellente et avec laquelle on a fait un sorbet extraordinaire. Saveur numéro 1, donc la glace à la pistache de Sicile. Je ne pensais pas ça, mais on s'est aperçu très rapidement que les clients testaient différents glaciers, bien sûr, Oui. et que la pistache était une saveur vraiment étalon pour beaucoup de clients, comme la vanille, mais Oui. la pistache aussi, parce qu'il y a Ah oui. tellement de pistaches artificielles en termes de couleur, en termes de saveur, que voilà, beaucoup de clients ont testé notre pistache et en sont devenus adeptes. Et de ce fait, on a vraiment une grosse consommation de pistaches chez nous. Et elle vient devant la vanille. Et elle vient devant la vanille. Toujours dans cette quête de toujours innover, de faire des choses différentes, donc vous avez créé des partenariats avec la Maison du Chocolat et aussi avec Olivier Co. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est fait et leur histoire? L'objectif du partenariat avec la Maison du Chocolat, c'était de pouvoir, dans un premier temps, associer ses compétences et associer des compétences techniques, mais aussi des valeurs humaines. Et c'est surtout avec Nicolas une rencontre. Alors, on n'a pas eu l'occasion de beaucoup échanger auparavant, mais quand on s'est rencontrés la première fois, c'était lors d'un concours de meilleur envoyé de France et il m'avait sollicité pour être membre du jury, meilleur envoyé de France chocolatier. Bon, voilà, on a appris un petit peu à se connaître et on a vu aussi rapidement des affinités, des similitudes, dans voilà, des traits de caractère qui étaient vraiment en commun. Et une vision de valeur et de votre métier. Nicolas, qui avait un souhait aussi pour la Maison du Chocolat d'avoir une offre glacée qui n'était pas dans les compétences techniques de la Maison du Chocolat. Parce que, ils l'ont eu, ils l'avaient, mais du temps de Robert Lynx. Oui. Et je crois que pendant tout un temps, il l'avait peut-être arrêté. Et donc, c'est pour ça qu'il avait envie de la reprendre. Fort de ça, la Maison du Chocolat voulait s'entourer. Bon, naturellement, il m'a contacté et ça s'est fait très vite et très spontanément parce que les valeurs étaient là, le dénominateur commun, cette passion et ces connaissances techniques, chacun dans nos domaines, ont fait qu'on s'est vite rejoint sur le cahier des charges, sur l'objectif aussi de cette collaboration. Et donc, ça a été extrêmement intéressant d'un point de vue échange technique. Et pour nous, ça a été formidable aussi d'un point de vue aussi cautionnement et surtout de pouvoir nous mettre en position d'un acteur vraiment important sur le domaine de la glace pour que des grandes maisons comme la Maison du Chocolat nous fassent confiance tant sur l'aspect bien sûr développement, mais sur l'aspect technique, cahier des charges. Bon, pour nous artisans, c'était vraiment aussi un gage aussi de cautionnement et donc ça a été intéressant et ça nous a permis aussi de pouvoir proposer et de pouvoir valoriser aussi notre gamme de produits, nos spécificités et nos particularités produits sur les bonbons, sur les barres glacées notamment, dans les boutiques de la Maison du Chocolat et bien sûr chez nous, et de pouvoir justement nous donner une autre visibilité. Alors après, ça a été Olivier Co. Oui. Avec
Alors, Olivier Co, ça part toujours de rencontres, Oui. de dégustations, de matières premières. Rencontrant Eric Vier, qui est vraiment l'homme produit et créateur d'Olivier Co. Le but, en échangeant, passionné aussi, voilà, dégustation, des produits, de se dire, effectivement, il y a quelque chose à faire. Il y a vraiment là une matière première d'exception qu'on peut valoriser, qu'on peut associer avec une saveur connue. On a une particularité, l'huile d'olive, on ne pense pas à l'huile d'olive forcément pour faire une glace au premier abord, à déguster, et de se dire, associer une huile d'olive sélectionnée, millésimée, très particulière, avec une glace vanille qu'on maîtrise et avec une origine de gousse de vanille particulière, qui vont pouvoir vraiment s'associer pleinement et donner de saveurs très particuliers. Et surtout, l'association en fait de ces deux saveurs permet d'identifier à la fois l'huile d'olive, à la fois la vanille, Oui. mais aussi ces deux saveurs en créent une troisième. C'est ça qui est intéressant aussi dans les combinaisons Tout à parfois fait. de certaines Oui, saveurs. oui. On Et puis crée d'un accord, on en sort on, une on en sort troisième voilà. goût. Donc il y a trois, il n'y a pas deux effets, mais trois Non. effets à l'association de saveurs et à cette glace. Alors plus précisément, quelle est l'huile d'olive qui a été employée et quelle est la vanille qui a été... Donc on est sur une huile Olivier Co, Nikéas, et qui Oui. vient d'Espagne, donc une huile millésimée 2017. Donc cette huile associée avec une glace vanille, avec une gousse de vanille, qui vient là de Madagascar. Mhm. Donc, les particularités organoleptiques de ces deux ingrédients font que le mélange est harmonieux et va justement conférer une glace et une particularité gustative. La glace, comme on l'a dit, c'est le deuxième dessert préféré des Français. Est-ce que la glace a toujours eu la cote et comment est-ce qu'on explique cet engouement? En fait, la glace a toujours été associée au départ, comme je disais, aux stations balnéaires. Donc, Mhm. la notion de plaisir, la notion de vacances, soleil. La glace, deuxième aspect, c'est associé au trou normand. Mhm. Trou normand, Oui. en repas ou en milieu de repas, pour pouvoir digérer et accompagner la suite du repas. Il y a le trou normand, la glace, qui permet De continuer. de digérer, de continuer. Donc on a toujours cette notion-là qui est ancrée quand même dans l'inconscient oui. collectif. D'ailleurs, quelles sont les tendances aujourd'hui de la glace? Y en a-t-il? Alors les tendances, on va être sur deux aspects. Un aspect plus épuré en termes de sucre. Oui. Voilà, ça c'est une tendance de fond. Si, alors nous, nos glaces et nos sorbets sont très peu sucrés, juste la bonne quantité. Et donc c'est vraiment la matière première qui apporte le sucre naturel nécessaire à la recette. Et après, une tendance aussi végane qui est de plus en plus présente. Alors moi, ça m'a permis aussi de me remettre en question un petit peu sur cette partie et de pouvoir travailler aussi au développement de certaines recettes véganes qui ne sont Ah, pas donc, encore en gamme, mais qui sortiront bientôt, j'espère. oui, parce que là, ça veut dire d'autres laits. Donc, c'est les laits d'amande, C'est de ça. noisettes. Passons au petit questionnaire perso. Est-ce que la glace a une influence sur votre morale ou plus la pâtisserie? J'allais dire un peu des deux. Bon, déjà, c'est vrai que en vieillissant, je suis de plus en plus sucré. Quand j'étais jeune, j'étais, de par mes origines, moitié polonaise, moitié italienne. C'est vrai que la charcuterie, tout ce qui était salé était assez prisé pour moi en étant jeune. C'est vrai qu'en vieillissant, je suis de plus en plus adepte Vous avez un du palais sucré. plus sucré. Je suis un palais plus sucré et de plus en plus gourmand aussi de sucré. Donc il faut faire attention parce que ça peut avoir des répercussions sur pas mal. Quel est votre truc anti-stress? Je fais un peu de sport, j'essaie d'aller courir régulièrement, moins 2 ou 3 fois par semaine, dans la mesure du possible. C'est pas toujours évident, mais Comment vous ressourcez-vous? Où allez-vous puiser vos idées? en fait, c'est mon quotidien, c'est ma famille, en fait, mon tissu familial, ma femme, mes enfants, qui me permettent aussi d'avoir un équilibre et surtout un havre de paix aussi, même si c'est pas toujours un havre de paix. Hein, en famille, il peut y avoir des hauts et des bas, ou des moments où on peut être un petit peu fatigué, absorbé par le travail. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir cet équilibre-là et de pouvoir se donner parfois du temps, ce qui est difficile. Ce que j'ai Oui. parfois du mal à faire, donner du temps aussi pour prendre du recul sur les choses. Tout va très vite, tout va trop vite. Il y a des moments où les idées vous viennent plus qu'à une autre pour une recette ou Le meilleur endroit et le meilleur moment pour
créer ou pour travailler, pour moi, c'est dans le train. D'accord. Sur des déplacements, en France majoritairement dans le train, je mets mon casque, la musique, et là, je suis dans mon univers. Oui, Je ne dans suis votre pas bulle. embêté dans ma bulle, pas pollué par le téléphone, parce que généralement ça passe pas, puis pollué par l'environnement. Je suis dans ma bulle et ça me permet vraiment là, pour le coup, de me recentrer vraiment sur les choses que j'ai à faire, sur les choses que j'ai à créer. Et c'est là où je suis le plus créatif et le plus productif. Parce que là, je me suis nourri de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu entendre, goûter. Et puis, à un moment donné, dans ces moments-là, je mets un petit peu tout à plat et je me pose. Et là, je suis vraiment dans cette phase de créativité, d'association, de possibilités techniquement, comment on peut faire au niveau technique pour créer ce produit-là, pour le fabriquer, pour le mettre en œuvre. Voilà, là, j'ai vraiment le temps de réfléchir à toutes les problématiques et c'est vraiment le meilleur moment pour moi. D'accord. Alors, pour conclure, terminons sur une émotion olfactive. Donc, place à la note olfactive. Je vous ai demandé de venir avec un parfum ou plusieurs, ou encore une odeur que vous aimez, et de nous raconter pourquoi vous l'aimez et quels sont vos souvenirs avec ce parfum. Alors, je suis venu avec de la vanille, une Oui. gousse de vanille, parce que c'est vrai que la vanille, pour moi, est vraiment un produit extraordinaire. À la fois dans sa difficulté à travailler, à cultiver. Et j'ai eu l'occasion de voir différentes plantations de vanille. Dans quel pays? Alors, notamment à La Réunion, Mhm. mais aussi à Madagascar. On mesure aussi toute la difficulté, un produit vraiment atypique. Et puis, une fois qu'on a une gousse de vanille vraiment de bonne qualité, la saveur que ça va conférer à une glace ou même un sorbet, parce qu'on peut travailler aussi la vanille sur la forme de sorbet, et la ténacité que ça peut avoir. Moi, ça me marque toujours parce que quand on travaille les gousses de vanille, on va fendre la gousse, on va la gratter avant de l'utiliser pour faire une glace. On a cette odeur, cette saveur qui est imprégnée vraiment et qui reste très tenace. Il y a très peu de personnes qui mesurent vraiment ou qui ont déjà eu l'occasion de goûter ou de découvrir la vraie saveur, le vrai odeur d'une vanille, d'une vraie vanille, d'une vraie Tout gousse à de vanille. fait. Haute à la vanilline, qui d'un côté, gustativement, effectivement, on ne sait pas ce qu'il y a de mieux. Au niveau du parfum, ça fait qu'on a un Jiki ou un Chalimard de Guerlain. Oui. Mais c'est vrai, vous avez tout à fait raison, parce que c'est magique, à la fois comme odeur et comme saveur. Ah bah oui, bien La sûr. vraie, Bah oui. ça a une multitude de facettes. Mais il y a une chose intéressante que vous venez de souligner. Vous venez de parler de ténacité. Oui. C'est un élément qui aussi, mais vous employez peut-être un autre mot en glace quand vous parlez de. On parle de ténacité d'une glace. Alors, on va parler plutôt de longueur en bouche, Oui. voilà, ou de durabilité en fait de saveur. Donc ça, c'est vrai qu'il y a au niveau dégustation, il y a l'accroche, Oui. la première sensation. Il peut y avoir aussi des notes qui se transforment et qui viennent après dans un second temps. Et après, il y a la longueur en bouche. Et ça, c'est toute la difficulté d'aller chercher et de pouvoir attiser les papilles gustatives pour qu'une glace ou un sorbet puisse donner toutes ces particularités organoleptiques. Oui. Et ça va jouer sur la qualité, bien sûr, de la recette, Oui. de la glace, du sorbet, mais aussi sur la température de dégustation, sur la qualité de remise en œuvre, la qualité de fabrication, bien sûr. Donc tout ça, ça va générer le rendu final, en fait, du produit. Et ça fait appel, comme on en parlait tout à l'heure, vraiment aux particularités, au savoir-faire du glacier, de maîtriser et de cadrer tous ces paramètres techniques. D'accord. Mais écoutez, merci beaucoup. Ben merci. La qualité de fabrication, bien sûr. Donc tout ça, ça va générer le rendu final en fait du produit et ça fait appel, comme on en parlait tout à l'heure, vraiment aux particularités, au savoir-faire du glacier, de maîtriser et de cadrer tous ces paramètres techniques. D'accord. Mais écoutez, merci beaucoup. Ben merci. Merci à